Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, la planète demain, l'émission qui traite de l'écologie de façon constructive et optimiste afin que nous retrouvions tous ensemble l'intérêt majeur de protéger notre planète, bien sûr, mais surtout l'humanité. Alors, dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir Adnan Baroumi, fondateur, inventeur et dirigeant de la société Hydrax Énergie France, qui produit et exploite une hydrolienne innovante et donc de l'électricité. Mais pour l'heure, nous avons l'honneur d'accueillir David Bicheron, directeur général de Piccadilly France, qui est une entreprise de bar à salade souhaitant changer le monde en utilisant de nouvelles technologies dans un univers où la restauration rapide est l'opposé de la junk food, c'est-à-dire la nourriture à faible valeur nutritive, je parle de la junk food, et à forte teneur en graisse ou en sucre. Bonjour David. Bonjour Christophe Debiens. Alors, des études sérieuses effectuées sur la population française montrent que les 20% de personnes ayant le meilleur régime alimentaire d'un point de vue nutritionnel consomment moins de viande, de charcuterie, de boissons sucrées et alcoolisées et plus de produits végétaux. Ainsi, leur régime émet moins de gaz à effet de serre, bien sûr, le rendant beaucoup plus respectueux de l'environnement. Alors, cher David, quel a été votre déclic personnel pour vous engager dans cette transformation de l'alimentation rapide ? Écoutez, merci pour cette question. Je dirais qu'il y a deux éléments fondamentaux et fondateurs. D'une part, je suis père d'ados. Alors, ils n'étaient pas ados il y a encore quelques années, quand j'ai lancé Piccadilly en France. Mais je suis très soucieux effectivement de leur offrir un avenir à la fois avec une planète qui soit en bonne forme et puis surtout qu'ils aient aussi la santé. Et puis le deuxième élément, c'est qu'en fait... je suis dans une région, en Provence, où je vois depuis 10-15 ans une évolution effectivement du climat. Et cela me motive en tant que dirigeant et entrepreneur pour modifier la trajectoire que nous prenons. Alors, comment est-ce que vous cultivez l'innovation et l'engagement durable chez Piccadilly France, pardon ? Oui, alors, en fait, tout part de notre mission chez Piccadilly France. Notre mission, c'est de démocratiser une alimentation saine et durable. Et l'objectif, c'est de la rendre abordable, accessible et appétissante. Ce sont trois termes très importants sur lesquels on pourra revenir. Alors, j'ai vu que vous aviez publié en partenariat avec Ipsos, un organisme bien connu, un rapport intitulé Végocratie 2025, afin d'analyser les comportements alimentaires de la génération Z, et ce, dans 7 pays européens et aux États-Unis. Est-il révélateur de blocages structurels pour accéder à une alimentation saine ? Effectivement, et je dirais que c'est malheureusement pas quelque chose de récent, mais on le constate de plus en plus, notamment sur les nouvelles générations. Cette étude avec Ipsos, nous la réalisons chaque année auprès de 12 000 consommateurs dans 7 pays différents, en Europe mais aussi aux États-Unis, ce qui nous permet de bien comprendre en fait cette évolution en fait des habitudes de consommation et aussi de mesurer en fait la situation actuelle. Concernant la génération Z, 11% seulement en fait appliquent effectivement les recommandations de l'OMS de manger 400 grammes de fruits et légumes par jour. Les principaux blocages, c'est avant tout le prix. C'est beaucoup trop cher pour cette nouvelle génération, mais également l'accessibilité. On a des problèmes logistiques, on n'a pas accès concrètement en fait à ces solutions-là. Et puis également des enjeux sur le goût et la praticité. Alors vous parliez des actions proposées, suggérées par l'OMS, mais quelles sont les actions concrètes que vous recommanderiez au pouvoir public pour améliorer l'accessibilité à l'alimentation saine ? Alors effectivement, c'est un combat que nous essayons de mener dans différents pays où nous opérons avec Piccadilly. Mais pour ce qui concerne la France, je dirais que on voit bien qu'il y a une attitude plutôt punitive sur une TVA sur les produits, par exemple, sucrés. Eh bien, nous aurions envie de recommander de supprimer la TVA sur les fruits et légumes, par exemple. Nous pensons également qu'il faut éduquer nos jeunes dès l'enfance, en fait, au bien manger, au mieux manger, et leur éduquer leur goût pour les produits simples, pour les fruits et légumes en particulier. Et puis je dirais, troisièmement, c'est aussi de
pouvoir proposer des chèques aux plus fragiles, des chèques alimentaires pour vraiment donner accès à cette alimentation saine. Alors vous parlez des jeunes, alors justement on constate que 90% des jeunes veulent manger sainement, mais seulement 45% mettent le goût en priorité. Alors comment répondre à cette contradiction ? Alors c'est une contradiction, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons beaucoup sur les recettes. Nous travaillons sur la variété des ingrédients que nous proposons dans nos bars à salade. Et je dirais le point le plus important, c'est que nous offrons en fait aux consommateurs la liberté de choix. Et en fait, c'est très important parce que en composant son repas soi-même, en choisissant ses ingrédients parmi un vaste choix de produits, on peut effectivement avoir accès à ces produits sains et en même temps gourmands. C'est vraiment ce combo des deux, je dirais, qui fait le succès de Piccadilly. Je vais vous donner un exemple précis. Dans les 10 principaux produits les plus consommés dans les bars à salade Piccadilly, parmi une gamme de plus de 100 références, il y a un émincé végétarien au goût teriyaki. Et donc, vous parliez effectivement du végétal. Finalement, dans les principaux produits préférés des consommateurs de Piccadilly, il y a en fait des protéines végétales. Alors, l'éducation alimentaire, quel rôle joue-t-elle dès le plus jeune âge, selon vous ? Alors c'est très important d'éduquer en fait au goût, d'expliquer en fait aussi les usages. J'ai travaillé précédemment et c'est aussi un des éléments qui m'a motivé à lancer Piccadilly dans l'univers des fruits et légumes, et je constatais déjà il y a 15 ans une diminution en fait de la consommation, et une des principales raisons, c'est que les gens ne savent pas cuisiner des légumes, ils ne savent pas comment les préparer. Et donc finalement, faire des ateliers pour leur faire découvrir la diversité, la saisonnalité, mais aussi la culinarité de ces produits est, à mon sens, très importante. Alors, je parlais d'innovation en début d'émission. En quoi la technologie de Piccadilly révolutionne-t-elle la restauration rapide, selon vous ? Alors, selon moi et selon nos clients, ouais, également, en fait, bien sûr. Notre technologie, elle vient notamment garantir la sécurité alimentaire, la traçabilité des produits. Nos bars à salade sont connectés, donc nous avons en temps réel une information sur quels sont les produits dans les bars à salade, quelle est la DLC des produits, quelle est la température des frigos. Bref, de quoi vraiment garantir, je dirais, les conditions optimales de sécurité alimentaire. Mais nous utilisons également notre technologie basée sur l'IA pour gérer les stocks et planifier les commandes. Et donc, à la fin, à la fois pour optimiser, je dirais, l'expérience consommateur, mais également réduire le gaspillage alimentaire. Alors, je parlais d'IA. À long terme, voyez-vous l'IA comme un outil de personnalisation des repas au quotidien ? Oui, effectivement, on est vraiment persuadé, vous avez compris que c'est dans notre ADN de personnaliser les repas, que l'IA va nous permettre, en fait, à l'instar de ce que nous avons déjà, en fait, avec notre propre système Arcorder, la possibilité d'optimiser les assortiments et les commandes pour chaque point de vente équipé de nos bars à salade. Nous sommes persuadés que l'IA nous permettra dans le futur d'accompagner chaque consommateur pour personnaliser son repas en fonction de ses goûts, de ses aspirations, mais aussi de ses contraintes, de ses régimes, etc. Alors parlons un peu éco-responsabilité. Quelle place joue-t-elle l'éco-responsabilité dans votre chaîne d'approvisionnement ? En fait, c'est fondateur, et en fait, c'est vraiment tout au long de la chaîne. On s'est fixé des objectifs, je vous l'ai dit, démocratiser l'alimentation saine et durable. On a notamment décidé de proposer aux consommateurs des produits avec les meilleurs Nutri-Score possibles, donc avec un impact nutritionnel le plus positif possible. En moyenne, gamme de produits, et un bol Piccadilly est un Nutri-Score B. Et nous avons également à cœur de réduire énormément l'impact climatique de nos ingrédients. Et aujourd'hui, un bol Piccadilly, c'est 800 grammes de CO2 équivalent, quand un repas, en moyenne, c'est 1,4 kg. Ah oui, en effet. Alors, mais les consommateurs, d'une manière générale, manquent souvent de repères nutritionnels. Vous les accompagnez comment dans leur choix ? Alors, en fait, on est une food tech, nos bars à salade sont connectés, donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'on met un produit dans le bar à salade, l'étiquette électronique est mise à jour, et cette étiquette électronique communique aux consommateurs à la fois la liste des ingrédients, des allergènes, c'est très important, mais également le Nutri-Score de l'ingrédient et son score climat. Donc on est en
parfaite transparence, le consommateur peut ensuite faire son choix de façon éclairée, que ce soit sur des aspects nutritionnels ou impact climatique. Alors Piccadilly ambitionne sans doute de devenir un référent santé publique. Comment vous voyez ça ? Oui, écoutez, effectivement, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer. En France, en 2024, on a vendu 5 millions de bols Piccadilly. Mais au niveau du groupe, c'est 50 millions. Donc, on voit bien qu'on peut avoir un impact. Je faisais référence à l'impact CO2 de nos bols. Si je regarde ce que représente 5 millions de bols Piccadilly, c'est 3000 tonnes de CO2 équivalent économisés l'année dernière. Donc on a effectivement un rôle à jouer, à la fois sur des aspects nutritionnels, mais également sur le climat. Alors c'est quoi pour vous la définition d'un fast-food du futur ? Un fast-food du futur, c'est justement l'opposé de la junk food, c'était dans votre introduction. C'est un fast-food qui, évidemment, fait la part belle au goût, à la saveur. On voit bien que c'est la première raison de choisir en fait un aliment par le consommateur, mais c'est également un fast-food qui est abordable, qui est sain, qui est durable, et c'est vraiment en fait le triptyque qui est difficile à obtenir, mais sur lesquels on n'est plutôt pas trop mauvais, et qui permet effectivement d'aller dans la direction qu'on a décidé de prendre. Merci beaucoup David Bicheron, directeur général de Piccadilly France, entreprise de bar à salade souhaitant changer le monde en utilisant de nouvelles technologies dans un univers où le fast-food est l'opposé de la junk food. On se retrouve sur Sud Radio, La Planète Demain, dans un court instant, avec Thibaut, notre French trotteur préféré. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien. Eh bien oui, il est l'heure de retrouver Thibaut, notre French trotteur. Je me suis laissé dire, cher Thibaut, que vous avez décidé de nous emmener au Grand Palais à Paris pour le sommet Change Now. C'est le rendez-vous incontournable des innovations face aux grands défis environnementaux qui s'est tenu il y a quelque temps. Alors Thibaut. Et oui Christophe, on ne pouvait pas manquer cet événement incontournable qui réunit des acteurs du changement du monde entier. J'ai pu en rencontrer certains qui m'ont parlé de leurs solutions innovantes pour la transition écologique, comme par exemple les centrales solaires flottantes de la start-up Heliorec. On écoute son directeur commercial, Guillaume Deroy. Alors nous construisons des éléments flottants qui permettent la construction de centrales solaires qui vont aller sur l'eau, en milieu marin ou en eau douce. Le but est de couvrir ces zones qui sont des zones d'eau non utilisées qui permettent la production d'énergie décarbonée. Par exemple les ports, je crois ? Tout à fait, les ports sont un de nos principaux prospects et clients. Ils ont plein de zones d'eau qui ne sont non utilisées, ils sont des grands pollueurs, donc avoir une énergie décarbonée directement sur place est un élément de nettoyer leur activité. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie de ces acteurs du changement ? Alors oui, notre email c'est savetheplanet@heliorec.com. C'est l'esprit de l'entreprise, c'est justement comment on fait de demain un meilleur monde. Je poursuis ma visite de ce salon. Alors je suis avec Mathieu Kiffer, qui est cofondateur de Kudzola, qui est un incubateur, je crois, pour aider les jeunes entrepreneurs africains, c'est ça ? Oui, alors on est plus qu'un incubateur. L'idée en fait c'est de résoudre les problèmes de justice climatique. Le constat c'est que les pays en développement sont les plus touchés par le réchauffement climatique, alors que ce ne sont pas eux les premiers contributeurs. Et les innovateurs locaux dans ces pays, on les aide en fait avec un co-living pour pouvoir entreprendre et se concentrer à 100% sur leurs projets à impact. Donc c'est un co-living, coworking et incubateur. Les gens, ils ont la formation sur place, ils y vivent, ils y mangent. On leur offre en fait toutes les conditions pour se concentrer sur leurs projets et réussir. Aujourd'hui, on est localisé à Yaoundé au Cameroun. On a une résidence, on accompagne 6 jeunes entrepreneurs, c'est la 2e promotion. On va ouvrir bientôt un nouveau co-living au Congo-Brazzaville et l'idée c'est de croître et de développer d'autres résidences et de doubler les effectifs chaque année dans différents pays en développement. Quelques exemples de projets ? Oui, alors on a plusieurs projets aujourd'hui. Sur les 6 qu'on accompagne, il y a beaucoup de projets dans l'agroalimentaire pour résoudre les problématiques sociales et environnementales locales. On a justement aujourd'hui une jeune entrepreneur, Serena, fondatrice de Mamago Fish, start-up d'aquaculture durable, qui est avec nous sur les stands. Alors Serena, parlez-moi de votre projet. Moi je suis la promotrice de Mamago Fish, une start-up qui est basée au Cameroun, qui fait de la production du poisson, production durable du poisson et la livraison des poissons déjà nettoyés dans les zones urbaines. Et donc je recycle aussi les déchets issus du nettoyage du poisson pour faire de l'engrais biologique que j'utilise en agriculture hors sol. Merci beaucoup Serena et bravo pour Mamago Fish. Je continue ma balade dans ce salon Change Now sous la voûte du Grand Palais. Je suis avec Florent Curel qui fait partie de Halte à l'obsolescence programmée, une association
qui propose un plaidoyer pour la durabilité. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc HOP, c'est une loi 1901 qui est d'intérêt général et qui agrée protection de l'environnement. Et donc nous militons pour que les produits soient plus durables et réparables et favoriser ensuite leur réemploi, la réparation. Donc on milite pour tout ça et on a obtenu de belles victoires. Des exemples d'action ? Alors en France, on a beaucoup milité, notamment autour de la loi AGEC. Donc avec l'accessibilité aux pièces détachées, on a obtenu le bonus réparation, donc qui permet de diminuer le prix de la réparation pour tous les consommateurs et consommatrices chez les réparateurs labellisés. On a aussi obtenu les indices de réparabilité et de durabilité qui vont permettre aux consommateurs d'être mieux informés sur le fait que les produits soient plus réparables ou plus durables. Et maintenant, on agit aussi de plus en plus au niveau international et européen. Vous êtes un vrai acteur du changement ? On essaie. On fait en sorte de l'être. Merci beaucoup Thibaut, on se retrouve dimanche prochain bien sûr pour un nouveau reportage en immersion. À dimanche. Et nous voici de retour dans les studios de Sud Radio, La Planète Demain, avec notre second invité qui est Adnan Baroumi, fondateur, inventeur et dirigeant de la société Hydrax Énergie France qui produit et exploite une hydrolienne innovante. Bonjour Adnan, je suis ravi de vous accueillir dans mon émission. Bonjour Monsieur Debien, je suis honoré par ma présence dans vos studios. Avec plaisir. Dans les cours d'eau et dans les sous-sols des villes, Hydrax crée l'étincelle en se donnant pour mission de transformer les eaux potables et les eaux usées en une énergie précieuse. Mais d'où vous est venue cette idée, l'idée de créer Hydrax, et quelle a été votre fameuse étincelle de départ ? L'idée, elle est partie en 2008. J'avais une problématique de dénivelé, où je devais me raccorder au tout à l'égout avec un faible dénivelé, et j'ai imaginé un tronçon me référant des gorges rapides des fleuves et des rivières, où j'ai fait une modélisation mathématique d'un tronçon qui accélérait le débit. Et comme on ne peut pas le breveter, c'est comme la gravité, j'ai rajouté des électroaimants, de bobinage, et j'ai fait une génératrice d'électricité dans les canalisations d'eau. Alors, d'où vous est venue vraiment cette idée ? C'est uniquement sur ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire... Tout simplement. Ah, oui. tout simplement, d'accord. Alors, en quoi votre parcours personnel ou professionnel vous a-t-il préparé à créer Hydrax ? Mon parcours... j'ai fait un lycée technique qui m'a appris beaucoup de choses sur la technologie, sur la mécanique. Et j'ai fait Supinfo aussi. Et les deux m'ont suffi pour être autonome et créer des choses. Alors, quel problème essentiel entendez-vous résoudre avec Hydrax ? Apporter une électricité de proximité, puisque dans toutes les villes, on ne peut pas construire une ville sans arrivée d'eau, sans évacuation, qui n'a jamais été exploitée jusqu'à ce jour. Et maintenant, avec cette hydrolienne Hydrax, on peut exploiter l'arrivée d'eau potable comme l'évacuation d'eau grise pour générer de l'électricité. Alors, bon, j'ai compris qu'Hydrax se branchait sur les courants fluviaux et canalisés, mais pourquoi avoir choisi plutôt ce modèle-là plutôt que les océans ? Parce que ce modèle, déjà, il faut le compléter sur Terre, sur les villes et sur les fleuves et dans les agglomérations. Là, on démarre avec notre premier business model à la prochaine rentrée, et ça sera un DN40, ce qui veut dire un diamètre nominal de 40 mm, ce qui rendra les parties communes des immeubles type R+4, R+6 autonomes en éclairage. Alors, j'imagine aussi que de l'invention à la production de cet appareil, de ces appareils-là, il s'est écoulé quelques années. Quelle a été la plus grande difficulté pour vous de passer de l'idée au prototype ? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il n'y avait pas de fonds pour pouvoir avancer. Et depuis le début de l'année, grâce au groupe de la Forge, nous avons fait une levée de fonds d'1 million, ce qui nous a boosté. Et là, on est passé au stade d'industrialisation. Alors, cher Adnan, expliquez-nous comment fonctionne concrètement une turbine Hydrax, pour que nos auditeurs comprennent bien le plus simplement possible, bien sûr. Je sais que vous êtes très technique, mais essayez de nous vulgariser en fait cette explication. D'accord. La turbine Hydrax est une turbine de forme cylindrique qui s'insère dans tout type de canalisation, pratiquement dans tous les diamètres.
Elle est dans le sens de l'eau. Il n'y a pas de cardan, il n'y a pas de changement de direction. Et exploite à 100% le flux et le courant d'eau. Alors, formidable, mais quelle est la quantité d'électricité qu'une seule turbine peut donc produire? Assez variable. Une petite turbine, elle est d'une puissance de 100 watts. Au-delà d'une 100 mm, c'est d'une puissance d'1 kW, qui n'est pas négligeable, 1 kW, qui veut dire c'est 24 kWh par jour. Ah oui, en effet, oui. Alors, quelle est leur particularité à vos turbines face à la concurrence? Elles sont faciles d'installation. Elles permettent de doubler la production, par exemple dans les barrages d'eau où l'eau qui a été utilisée pour produire de l'électricité n'est utilisée qu'une seule fois. Hydrax permet de la récupérer une seconde fois, voire une troisième fois, pour reproduire de l'électricité encore et encore. Et Hydrax peut-elle fonctionner dans les environnements urbains ou industriels? C'est possible? Elle est faite pour ça. Ah, elle est faite pour ça? Spécialement pour ça, elle est faite pour les canalisations en charge. Et quelles innovations technologiques ont été nécessaires pour rendre cette solution viable? Les technologies, c'est la turbine elle-même. C'est l'avancée dans la turbine. Et c'est vous qui l'avez inventée? C'est moi qui l'ai inventée, qui l'ai dessinée, qui l'ai pensée et qui l'ai produite. Et vous l'avez brevetée, j'imagine? Brevetée, bien sûr, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, cette turbine est singulière, donc unique. Unique au monde. Au monde. Ah oui, incroyable. Et peut-on considérer que cette énergie est celle du zéro émission, enfin produit zéro émission? C'est une énergie propre. Tout le monde ignore qu'on a de l'eau à proximité, elle est sous nos pieds. Il fallait juste aller la chercher et récupérer de l'énergie qui se trouve dedans. Alors, quel est l'impact environnemental de vos installations sur les écosystèmes fluviaux? Aucun impact. Aucun impact. Aucun impact. C'est incroyable, incroyable. Le potentiel hydrolien fluvial est-il bien connu ou encore largement sous-estimé? Il est largement sous-estimé, oui, puisqu'il n'est quasiment pas exploité. Et là, de plus en plus, on a des demandes et on a des personnes qui viennent nous voir avec d'autres applications que nous n'avons pas vues grâce à cette hydrolienne. Et vous envisagez des partenariats avec des collectivités ou des opérateurs d'infrastructures? Et si oui, lesquels? Oui, bien sûr, avec des opérateurs d'eau, tels Veolia ou Suez ou d'autres, les syndicats des eaux, des stations d'épuration et d'autres acteurs. Et est-ce qu'on peut parler de l'émergence d'un nouveau marché énergétique à part entière avec C'est un marché qui n'a jamais été exploité. Oui. Alors, réellement, c'est un nouveau marché puisqu'il n'y avait aucun exploitant dedans. Et l'aventure, elle commence maintenant. Donc vous avez un rôle essentiel, Hydrax a un rôle essentiel dans la transition énergétique globale finalement. On apporte notre pierre à l'édifice. On n'a pas la prétention de dire qu'on apporte toutes les solutions. Mais vous en apportez une belle. Mais voilà, une belle. Merci beaucoup, cher Adnan Baroumi, fondateur, inventeur et dirigeant de la société Hydrax Énergie France, qui produit et exploite une hydrolienne innovante et singulière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour La Planète Demain sur Sud Radio, l'émission qui donne la parole aux acteurs du changement et rend l'écologie positive. À dimanche prochain, les amis. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picotis Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.